À cette première session en ligne organisée par l'association EMPS. C'est pourquoi nous accueillons donc aujourd'hui Monsieur Rahmani, qui est éditeur, enseignant, chercheur à l'Institut européen des sciences islamiques, auteur de divers articles traitant notamment de la question de l'avenir des religions, de la place de la spiritualité dans les sociétés postmodernes. Il a contribué à la rédaction de l'ouvrage « Humanisme ou post-humanisme, singularité technologique et amélioration humaine », qui a été coordonné par notre deuxième invité, M. Alberto Cortina, qui est avocat, urbaniste. Il est aussi par ailleurs essayiste et expert dans le transhumanisme, le post-humanisme et les questions éthiques en lien avec les technologies. Il a aussi pour préoccupation principale de promouvoir un humanisme avancé, il nous éclairera peut-être sur ce concept, pour une société où les technologies sont au service des personnes et de la vie et non l'inverse. En ce sens, donc, il favorise l'intégration entre la science, l'éthique et la spiritualité. Donc, bonjour à vous. Nous sommes évidemment, bonjour à vous, salam alaikum, nous sommes évidemment extrêmement honorés de votre présence. Et puis, eh bien, nous allons rentrer dans le vif du sujet après tous ces préliminaires. Mais avant de rentrer dans cette question qui finalement sera au cœur de notre rencontre d'aujourd'hui, qu'est-ce que l'homme, qu'est-ce qu'un être humain? Il semble nécessaire de faire un petit détour par l'histoire. En l'occurrence, l'histoire de la conception occidentale et moderne de l'homme. Alors, sachant que M. Rahmani a beaucoup travaillé sur la question de la place des religions et de la spiritualité dans les sociétés modernes et postmodernes, c'est à lui que je vais poser ma première question. M. Rahmani, est-ce que vous pourriez nous donner les grandes lignes de cette conception moderne de l'homme, nous en retracer l'histoire et ouvrir peut-être une perspective critique à cette définition actuelle qui est devenue, on va dire, la doxa aujourd'hui? Je vous laisse la parole. Bonsoir tout le monde. Je tiens tout d'abord à remercier l'association MPS pour son aimable invitation. Je suis honoré en participant à cette séance inaugurale d'un travail de longue haleine. Donc, je souhaite bonne chance et bon courage à l'association de continuer ce travail colossal de réflexion et d'exploration de sujets qui sont d'une grande importance pour l'avenir de l'humanité. Donc, il est évident qu'il est difficile de retracer en quelques minutes l'histoire d'un concept aussi important que l'humanisme et l'homme, sa relation avec l'homme, en quelques minutes. Donc, c'est une histoire, comme nous le savons tous, de plusieurs siècles. Néanmoins, pour être le plus concis, le plus précis, le plus court possible, je vais souligner 2-3 points qui vont, je l'espère, nous aider à appréhender, ne serait-ce que d'une manière très générale, cette question, cette problématique de l'homme aujourd'hui, et cette question du sens et de l'essence de l'humain dans le contexte qui est le nôtre, dans l'époque qui est la nôtre. Donc, sur le plan historique, ce que je crois il est important de souligner, c'est que la philosophie de Lumière, l'idéologie moderniste en général, a essayé de situer son point de départ, son point d'ancrage, si j'ose dire, ses racines dans la période de la Renaissance. Nous savons tous que la Renaissance est définie comme la période de l'émancipation où l'homme a décidé de s'émanciper, de se libérer de toute définition hors de lui, et donc de se venir lui-même. Et donc, il y avait tout un mouvement encouragé par la redécouverte de la philosophie grecque. Et donc, c'était un élan
bien sûr, dans un contexte de conflit politique de pouvoir entre un empire et entre des villes citées, comme nous le savons en Italie. Et donc, pour faire court, la philosophie grecque, la philosophie des Lumières, considère ça comme une nouvelle étape pour la libération. Or, ça, lorsqu'on écoute les critiques de ce postulat, de cette prétention, on se rend compte qu'il s'agit plutôt d'une construction et ne pas d'une vérité scientifique, parce que pour la bonne et simple raison qu'il y a une espèce d'antinomie entre la philosophie ou bien les idées qui motivaient, qui constituaient le soubassement de l'époque de la Renaissance, et ce qu'on sait de la philosophie des Lumières et de l'humanisme moderne. Donc, si vous permettez, je vais vous citer brièvement un passage d'un article très important d'un historien de l'art qui s'appelle Thomas Goldstein, et qui détecte d'une manière claire cette différence entre l'époque de la Renaissance, la philosophie de la Renaissance, et la philosophie de lumière qui venait après. Donc, il nous dit l'humanisme de la Renaissance est un mythe, pas une histoire erronée, mais un récit fondateur des valeurs qui est un mythe qui repose sur un paradoxe historique, celui d'une conception totalement relativiste et culturelle de l'humain qui se transforme subrepticement au cours du siècle en une conception universaliste de l'histoire de l'homme, en une définition naturelle de l'humanité. Donc, on voit bien qu'il y avait des raccourcis, des constructions au cours de la route, mais celui qui était plus clair encore dans cette critique et qui a, à mon avis, dévoilé d'une manière très claire cette différence entre les deux philosophies, c'est le Werner Jaeger, le philosophe allemand, le philosophe des classiques. Son livre très connu, Paideia, l'éducation, il nous dit, en découvrant l'homme, les Grecs ne découvrent pas le subjectif, mais conçurent les lois universelles de la nature humaine. Leur principe intellectuel n'est pas l'individualisme, mais l'humanisme, pour employer ce mot dans son acceptation originale et classique. Donc, on voit clairement qu'il y a des déclarations, mais la réalité, c'est que il y avait aussi les critiques d'autres, bien sûr, de l'école romantique et bien d'autres, y compris les critiques de Rousseau et bien d'autres. On détecte déjà la grande différence, c'est que l'humanisme de Lumière, il plonge ses racines dans une espèce d'individualisme, dans une subjectivité. Et ce choix n'était pas sans conséquences. Il a des grandes conséquences. Le régime, par exemple, Bâtiment, dans son livre La fin de la modernité, où il nous dit qu'il apparaît que le sujet que l'on proposait de défendre contre la déshumanisation technique était lui-même précisément à la racine de cet éloignement de l'humanité, étant donné que la subjectivité qui ne se définit plus désormais que comme sujet de l'objet et pure fonction du monde de l'objectivité, étant ainsi irrésistiblement à devenir elle-même objet de manipulation. Donc, pour résumer, pour clarifier un peu ces propos, l'homme a été
défini comme un être totalement indépendant. De la fameuse expression très connue chez les modernistes, et justement, ils l'ont citée à l'époque comme une, une, une expression ou une vérité philosophique qui vient directement de la Renaissance. Or, il se révèle après des études, selon plusieurs études historiques, que cette expression était totalement inconnue à l'époque de la Renaissance. L'homme est la mesure de toute chose. Donc, on voit que bon, c'est une expression qui trouve ses racines plutôt chez les sophistes et qui n'était encore une fois, très peu connue à l'époque de la Renaissance. Et pourtant, on la voit partout, par exemple, dans les manuels scolaires, etc. Et donc, cette expression, cette règle, a légitimé plus ou moins cette subjectivité à l'extrême. L'homme est la mesure de chose, donc l'individualisme. Et encore une fois, cet individualisme a eu cette conséquence que l'homme est devenu lui-même objet de manipulation. C'est ce qu'on va voir plus tard, peut-être avec mon ami Cortina, plus en détail, comment l'homme est devenu objet de recherche lui-même, alors qu'il était le sujet et qu'il était le maître de la situation. Paul Ricoeur, dans les temps des responsabilités, résume bien cette situation. Le fait nouveau est que l'homme est maintenant devenu dangereux pour lui-même en mettant en péril la vie qu'il le porte et la nature à l'abri de laquelle il découpe jadis l'enclos de cécité. Voilà, c'est des manières tout à fait résumées. J'espère que je n'ai pas trop schématisé, mais peut-être on aura l'occasion de revenir là-dessus dans les discussions, dans l'échange. Mais on arrive à la situation actuelle il est tout à fait légitime de se poser la question que François, notre ami François, vient de poser. Donc, notamment parce qu'on a face à, malgré, pardon, oui, je t'en prie, je vous en prie. malgré la situation. D'accord. Donc, on voit cette situation et qui est il est préoccupante, bien entendu, donc de ces questions et la légitimité de toutes ces questions qu'on vient de passer, mais en parallèle de ça, on voit qu'il y a une continuation, un discours qui continue à être produit de manière très intense et de manière très médiatique, une force de frappe très importante qui essaie de cacher cette situation, plus ou moins de la mettre sous couvercle, comme on dit, et de ne pas voir cette vérité en face, que l'homme est devenu un danger, il est en danger, et ce danger, il vient de lui-même, de l'homme et de cette avancée scientifique que l'homme a, de toutes ses réalisations. Donc, la récolte qu'on est en train de prendre, c'est que l'humanité est mise en danger. Jean-Claude Becot, il résume de manière très bien cette situation de danger en disant que ces nouvelles mises en cause, donc lui, il parle carrément d'une mise en cause de l'humanité. Donc, ce n'est pas du tout une question de désaccord ou d'un danger passager et qui va toucher l'homme est menacé par une menace existentielle. Donc, il est menacé de la disparition pure et dure. Ces nouvelles mises en cause de l'humanisme ne sont pas exprimées comme jadis par des dictatures barbares ou des dictateurs barbares ou des despotes éliminés,
ils sont articulés par la science elle-même en ces nouveaux états. Donc la science est devenue un danger, non sans raison, bien sûr. Ce que je viens d'essayer d'expliquer, c'est que c'est un processus, c'est un parcours. Lorsqu'on a déclaré l'homme comme maître du monde sans partage, donc on a abouti, tout ça basé sur une subjectivité extrême. Voilà le résultat. Mais tout ça, et je termine là-dessus, tout ça, il y a beaucoup d'écrans de fumée, comme on dit, et des voiles qui cachent cette situation gravissime, cette situation gravissime. C'est pour ça que euh, euh, Pierre Manière la pointe d'une manière très éloquente dans son livre Questions à l'humanisme, en montrant ces contradictions. Jamais pourtant aura-t-on fait un si large usage des mots construits sur l'homme, humain, humanitaire, humanisme, droit de l'homme, etc. Il dit par suite, l'absence appelle-t-elle à la contrefaçon? Donc, il n'y a pas la question de l'homme ne se pose pas tel qu'il devrait être posé. Et donc on fait de bruit, on parle au discours, on fait des discours pour cacher la situation telle qu'il est. Donc les mots se multiplient à défaut de la chose, et puis il résume avec une phrase extraordinaire en disant l'homme se valorise à mesure qu'il déchoit. L'homme se valorise à mesure qu'il déchoit. Donc, c'est une situation qui est cachée, encore une fois, par un discours et par la production d'un discours purement idéologique. D'où, pour conclure, la réelle question qu'on est en train de poser, c'est de rechercher un fondement. Un fondement. Rémi Brague, il a paraphrasé Schopenhauer, qui parlait de la morale en disant il est facile de prêcher la morale, il est difficile de la fonder. Rémi Brague, il a paraphrasé cette expression en disant il est facile de prêcher l'humanisme, il est difficile de la fonder. Donc je termine là-dessus, mon cher François. Merci. Je voudrais qu'on reste encore un tout petit instant sur la question du transhumanisme. Et là, je me tourne vers M. Rahmani parce que, M. Cortina, vous avez évoqué quelque chose qui me semble intéressant de creuser. Les tenants de cette conception, finalement, répondent à leur manière à la question qui fait l'objet de notre rencontre. Quel humain voulons-nous pour demain? Comme vous l'avez laissé entendre, on peut dire en quelque sorte que ce désir de dépassement de la nature humaine, dans le fond, ce désir est assez naturel chez l'homme. Si l'on se réfère à certains mythes, à certaines légendes, on voit des récits qui traduisent ce désir de la sortie, en quelque sorte, de la sortie de l'être humain. N'y a-t-il pas finalement au cœur de la nature humaine le besoin permanent d'un élan vers quelque chose qui le dépasse et auquel le transhumanisme apporte sa réponse? On pourrait dire une réponse dévoyée. Mais donc, est-ce que sortir de l'homme actuel, de l'homme tout simplement, pour créer un nouvel homme, est-ce que c'est la réponse à cette aspiration profonde de l'homme à s'élancer vers ce qui le dépasse? Donc c'est un peu la question que je pose à M. Rahmani. Est-ce que c'est la réponse si l'on tient compte que ce désir de dépassement est très certainement inhérent à la nature humaine? Donc, je disais certainement l'homme, être humain, de par sa nature, c'est un être d'abord distingué, comme nous le savons, doté de beaucoup de facultés que les êtres créatures n'ont pas. Donc, cette soif de savoir, cette curiosité, je dirais, naturelle, cette volonté d'apprendre et de découvrir, d'explorer et de maîtriser aussi, ça fait partie de sa nature. C'est un élément, on va dire, constituant de l'humain.
Et donc, naturellement, parmi ses ambitions, c'est de se connaître soi-même, de connaître son être, de découvrir, de faire en quelque sorte un voyage intérieur. Et donc, nous savons qu'à travers l'histoire, l'homme a fait d'énormes progrès dans la compréhension de son corps, de la biologie, de ses constituants, même sur le plan cognitif aussi, nous connaissons tous les dernières avancées. Donc ça avance et la connaissance de l'homme avance d'une manière continue à travers des siècles et des siècles. Or, il se trouve que cet homme arrive forcément dans ce voyage, dans cette volonté de découvrir et d'améliorer la connaissance. Il arrivera forcément à une zone inaccessible, insondable, qui, de par ses facultés qui sont en sa possession, il n'arrivera pas à la dépasser et à la comprendre. Il reste un mystère. À ce moment-là, l'homme s'est retrouvé devant deux choix. Soit il comprend que sa nature une partie de sa nature est restée un mystère et restera un mystère. Et donc, à partir de là, il va construire une relation, je dirais, saine avec cette vérité, essayer de la transformer au moyen de transcendance. Là, je vais citer Pascal dans une très belle expression qui dit, très connue d'ailleurs, l'homme dépasse infiniment l'homme. Ce qui veut dire que lorsque l'homme découvre sa dimension spirituelle, qui n'est ni mesurable, ni quantifiable, ni assimilable, et donc lorsqu'il l'accepte en tant que tel, eh bien cette dimension insondable, encore une fois, devient un moyen de transcendance pour lui. Mais l'autre choix, c'est que l'homme se rebelle et n'accepte pas. Il dit, moi, je dois décortiquer tout, je dois décoder tout, je dois connaître tous les composants de mon être. Et là, ça devient un esprit prométhéen, comme on dit. Il commence à s'aventurer dans des connaissances hasardeuses. Ils le seront toujours, ils seront hasardeuses, bien que, quel que soit le degré de la technicité, de la maîtrise à laquelle on peut arriver, du moment que cette dimension il est insondable, inaccessible, c'est un degré définitif, c'est une situation définitive. Lorsque ne pas la reconnaître ne changera rien. Donc, par contre, lorsqu'on s'aventure, on arrive à ce qu'on constate actuellement, le projet de Google, par exemple, l'homme augmenté, toutes ces fortunes, cet argent qui est dépensé pour essayer de faire vivre l'homme 8 siècles, par exemple. Et on voit ça ne marche pas. Ça marche pas parce que l'homme n'arrive pas à dépasser la limite de la vie qui est naturelle, qui lui est donnée, le temps qu'il lui est donné de passer. Ça fait partie de ce que je viens de dire tout à l'heure lors de la première réponse. C'est l'homme devient son propre ennemi. Donc, il devient, lorsqu'il est cet état d'esprit, cette volonté d'hybrider, donc il devient une véritable aventure avec les conséquences
nous connaissons et que nous constatons actuellement. Nous avons reçu déjà quelques questions. Je vais donc me faire le porte-voix, en tout cas des questions en français. Et puis, il y a des questions qui ont été formulées en espagnol. Et alors, je pense que nous les transmettons au traducteur qui prendra le temps de les traduire dans les différentes langues. La première question, donc, je vous la lis. Donc, bonsoir. Comment réfléchir au devenir de l'homme sans refuser le développement de la science et le progrès pour l'homme qu'elle sous-entend? Quels seront les critères qui pourront nous aider à discerner la science moderne bénéfique à l'homme de la science moderne néfaste pour l'homme? Donc, vous avez pris note. Donc, l'idée ici, c'est évidemment, on n'est pas dans une position ou une posture de condamnation de la science. La question, c'est vraiment de savoir, est-ce qu'il y a moyen de définir des critères qui pourraient permettre de discerner une science qui serait dangereuse pour l'homme d'une science qui serait bénéfique à l'homme? Première question. J'en ai une autre que je vais vous poser, et puis déjà on pourra peut-être répondre à ces premières questions. Une question qui est adressée à Monsieur Rahmani. Pour fonder l'humanité, est-ce que vous pensez qu'il faudra passer d'abord par l'indignation, tel qu'un concept donc, qui a été développé par l'humaniste Stéphane Hessel, ou bien y a-t-il d'autres voies? Non, à l'évidence, l'indignation ou la dénonciation, c'est un acte, on va dire, théorique, intellectuel, nécessaire, mais il n'est pas suffisant, bien sûr. Prôner une nouvelle humanité, bien sûr, il commence par un travail intellectuel de déconstruction, une critique radicale, pas dans le sens de l'extrémisme, mais une radicale qui va dans les racines, qui voit qui découvre et qui met en exergue les racines du mal de la situation actuelle. Et puis, l'étape logiquement qui va suivre, c'est de commencer de récupérer sa liberté inaugurale qui permet à l'individu de commencer le travail de son émancipation. Ce travail qui est bien sûr de longue haleine et qui doit être individuel et collectif, avec des gens avec qui il partage les convictions et la volonté de changement. Donc, c'est sur le plan de l'agir social, changer des habitudes, créer de nouveaux réseaux, créer de nouvelles amitiés. Bref, faire un travail qui va le mener, en fin de compte, à sortir de la joug et de l'emprise de cette idéologie qui le maintient dans un état de dépendance et de soumission et qui lui vend une fausse liberté, qui lui vend une fausse émancipation, qui lui présente un mode de vie qui est en apparence quelque chose qui le met en valeur, alors que la réalité, lorsque il va vivre cette vie, il est en train de l'humanité, bien sûr, il est en train de vivre cette vie, il est en train de regarder, de vivre dans sa chair, il est touché dans sa chair, bien sûr, de cette entreprise qui, en vérité, dévalorise l'homme de plusieurs manières. Merci, Monsieur Rahmani. Je retiens cette notion de liberté inaugurale qui est, que l'homme doit reconquérir, qui est bien au-delà de cette liberté au sens politique du terme,
qui est vraiment, et ça je renvoie à ce dont M. Cortina parlait tout à l'heure, évoquant le fait que l'essence, à ses yeux, de l'être humain, c'est la liberté, cette liberté inaugurale, fondamentale, qu'il est nécessaire de reconquérir. Alors, je continue avec d'autres questions, si vous le permettez. Une question qui était posée en espagnol, donc qui a été traduite. Pour l'être humain occidental, la morale et la liberté sont deux concepts relatifs, car cela dépend de la base sur laquelle nous partons. Cela se comprend d'une manière ou d'une autre, et chacun a ses convictions basées sur des croyances différentes. Donc ici, on parle du relativisme que la modernité donne à la notion de liberté et de morale. Ma question, donc, est de savoir sur quelle base commune pouvons-nous commencer. Faut-il au moins une conception de base entre les différents protagonistes pour commencer à construire? Donc, dans un contexte où la modernité, on va dire, relativise, hein, on est dans un contexte global de relativisme, il n'y a pas une vérité, il y a des vérités, donc relativisation de la vérité, relativisation de certains concepts. Comment pouvoir s'unifier sur la base de concepts qui soient suffisamment partagés et suffisamment forts? Première question. Alors, toujours une question traduite de l'espagnol. Pourriez-vous développer un peu plus l'idée concernant le concept de liberté que nous pouvons utiliser pour défendre le respect du choix de chacun, dans une voie où le respect de chaque individualité pourrait être défendu? Vers quelles sources pouvons-nous tourner pour approfondir cette idée? Il y a ici, semble-t-il, en filigrane aussi la question de l'individualité, de l'individualisme. Donc, il y a des... Je n'ai pas grand-chose à ajouter. Notre ami Cortina, il a évoqué la question de la conscience, ce qui est très important. Parce que face à ce qui est proposé, ce qui est l'idéologie qui essaie de mener l'homme dans ses itinéraires, dont les conséquences sont incalculables, la perte de l'humanité sont évidentes. Donc, c'est des vraies aventures. Le rôle de la conscience, il est primordial, il est décisif. Le philosophe Mohamed Iqbal, il a parlé de cette haute conscience, et il a parlé carrément de sa reconstruction, une reconstruction de la conscience, parce que seul l'homme, lorsqu'il rentre dans cette entreprise de reconstruction, il va forcément entrer dans un projet de résistance, quels que soient les projets qui vont essayer de contrer ces desseins, je dirais, apocalyptiques, s'ils ne sont pas basés sur un éveil de l'homme, et c'est un changement, comme a dit notre ami Cortina, un changement sur le plan anthropologique qui participe à donner à l'homme cette force. Parce qu'aujourd'hui, on voit clairement qu'il y a un énorme déséquilibre de force entre ceux qui prennent cette idéologie et ceux qui essaient qui sont en train de la subir. Et le rapport de force, il est fortement déséquilibré. Donc, seule une reconquête de la conscience, de la liberté, encore une fois inaugurale, pourra entamer cette entreprise, cette grande entreprise de changement de la donne. Merci beaucoup, Monsieur Rahmani. Je reviens alors vers vous avec d'autres questions, parce que je constate sur le chat que vraiment ce débat suscite beaucoup de questionnements et beaucoup de questions extrêmement intéressantes. Toujours une question traduite de l'espagnol. Je vais vous lire les questions qui sont arrivées là maintenant. Éventuellement, vous pourrez choisir celles qui vous semblent les plus appropriées. Donc, j'ai envie de dire chacun sa pandémie. Je parlais de la réaction des individus. Les alertes, il y en a bien avant.
ça fait un moment qu'on a des alertes de, de cette nature prédatrice de l'exploitation de l'univers. Il y a des alertes sur le plan climatique, sur le plan de l'extrême pauvreté, sur le plan des inégalités, sur le plan des maladies qui ont fait leur apparition, qui n'existaient pas avant, sur l'extinction de beaucoup d'espèces, etc., etc. Les alertes, il y en a. Mais c'est pour ça que je parle sur le plan des réactions, ils sont multiples. Il y en a. Est-ce que toutes les consciences ils sont à l'écoute des messages que peut transmettre une telle situation? Je ne crois pas. Je crois pas. Je dirais que même il y a une minorité qui est alertée depuis un certain moment et qui réagit de cette manière positive, c'est-à-dire chercher à, à son rôle et sa responsabilité dans le changement de la situation pour éviter cette destinée très dangereuse pour l'humanité. De leur côté, on voit que la pandémie était une occasion pour certains pour qu'ils continuent leur manipulation, leur machination, leur comportement. Et nous savons que cette pandémie a été une aubaine pour beaucoup de régimes politiques, pour faire des lois liberticides, pour pour faire plus de contrôle sur les sociétés, etc., etc. Et ça continue. Nous savons également que la pandémie a participé, a été aussi une aubaine pour des milliardaires qui ont multiplié leur fortune plusieurs fois.